Salut à tous, j'espère que vous allez bien parce que nous, on est au top. Bienvenue dans Top 90, l'émission de 90 minutes dans laquelle on débat foot sous forme de podcast. À OM PSG, ce combat de titans à jamais associé sera le nom Kylian. Et ces 8 unités soient un gouffre béant qui sépare désormais ces deux francs concurrents. Or, pour débriefer ce classique saillant, se trouve à mes côtés le grand Davy Diamant. Ça va, Davy? C'est un rap ou quoi? C'est un rap. Ouais, c'est un rap de Molière. Poésie, ouais. Bon, j'ai oublié ma perruque à la maison. Pas mal. Allez, bravo. On innove un peu pour les intros. Bravo. À l'image de la performance d'Mbappé, pas mal. Ça sent que je suis de bonne humeur ou Ouais, très bonne humeur. Justement, je t'ai dit en arrivant que ça doit faire longtemps que tu t'es pas senti comme ça. Parce que je pense que même pour les non-fans du PSG, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu un PSG pareil. C'est peut-être une des premières fois de la saison qu'on voit un PSG pareil même. Il y a eu j'exagère sûrement mais... en début de saison il y a quand même eu des beaux matchs. Voilà, en début de saison mais là ça fait un peu ça fait quelques mois qu'on n'a pas vu ça donc voilà, super match hier, un peu moins pour les Marseillais mais... Écoutez, c'est dommage, vraiment. Bon, écoute, en tout cas, oui, on a vraiment assisté à un beau match, quoi qu'il arrive, et je suis content qu'on soit là tous les deux pour débriefer, pour faire les tops et flops un peu de ce match. Quentin n'a pas pu être là parce que visiblement, il y avait des remplacements à faire dans le 11 de l'OM qu'il n'avait pas prévu. Donc, non, il est FIFA de best, on peut le dire. Non, il est à FIFA de best. Il va avoir la cérémonie ce soir, donc il vous enverra plein de belles images sur notre compte Instagram, donc n'hésitez pas à follow. D'ailleurs, si vous connaissez bien l'émission, vous savez ce que je vais vous demander, de liker, de commenter et de partager cette émission, c'est ce qui nous aidera le plus à grandir. Donc voilà, on va commencer je pense par le positif après ce match. Ouais, je pense que c'est quand T'es même... good vibes aujourd'hui. Ouais, je suis good vibes, je suis détendu, franchement, 3-0, on a vu un beau match de foot, Mbappé le meilleur buteur, le co-meilleur buteur de l'histoire du PSG, je pense que on peut démarrer par le plus évident, ce sera peut-être fait justement. Tu veux nous parler de la prestation de Mbappé? Ouais, déjà je vais un peu frimer, la dernière fois qu'on était ici, j'ai quand même prédit le score écrasant. Ça aurait dû être moi qui aurais dû te mettre le pied à l'étrier. Franchement, on a publié la capsule exacte de l'avis de l'homme populaire opinion de Davy. Il avait tout prévu. Voilà. Le score, la prestation de Mbappé, les choix de Tudor un petit peu et les problèmes de Tudor auxquels Tudor allait faire face. Non, vraiment, tu peux frimer, vas-y. Non, je voyais venir une victoire du PSG. Ce qui m'a été la confirmation, c'est peut-être aussi l'entraînement ouvert au public qu'il y a eu avec le PSG, où on a vraiment encore plus senti l'engouement, parce que malgré les semaines difficiles qu'a eu le PSG ces dernières semaines, les supporters se sont vraiment tous ralliés derrière l'équipe en vue du match de l'OM. Je pense que ça a dû faire du bien aussi aux joueurs qui avaient peut-être besoin aussi de ressentir cet amour des supporters. Qui ont fait un pas vers les joueurs en retour également. Les joueurs ont fait un vrai grand pas, les supporters ont fait un vrai grand pas vers les joueurs en les soutenant malgré certains vraiment mauvaises attitudes, passages qui étaient très difficiles. Pas forcément que d'habitude, mais des résultats, etc. Et Kimpembe avait demandé un soutien. Mbappé l'avait rejoint et ça a été fait et les joueurs ont fait un pas vers eux et effectivement c'est ça. Et je pense que ça les a vachement aidés dans la confiance en abordant le match. Voilà, Mbappé, ça devient une évidence, on ne doit même plus le dire, il est juste extraordinaire et donc avec ou sans lui, c'est comme l'époque Messi du Barça, quand s'il n'est pas là, l'équipe n'est pas la même. Donc au match en Coupe de France, Mbappé n'était pas là. Là, Mbappé est là, la donne, elle change complètement. Il est même au niveau des chiffres, 2 buts, un assist. On peut pas être plus influent que ça sur mais on son a match vu des matchs du PSG cette saison avec Mbappé, qui n'étaient pas aboutis. Et hier, mais Mbappé, il aime bien sortir le costard les grands soirs. Déjà, il n'arrive pas en fripe vintage. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est l'OM. Quand t'es français, quand t'as grandi dans la région parisienne. Je pense que affronter l'OM, c'est une autre ampleur. Ça reste le match de l'année. On sait que le PSG vise la Ligue des Champions, etc. Mais à chaque fois contre l'OM, c'est des grands matchs. C'est des matchs super attendus, aussi bien par les supporters que par les joueurs. Et surtout par les joueurs français. Aussi Kimpembe, pensez à lui, parce qu'on est quand même vraiment dévasté par ce qui lui est arrivé hier. Mais c'est des joueurs qui sont toujours vraiment... extra motivé pour ce genre de rencontre et voilà, Mbappé il était totalement à la hauteur de l'événement, si pas plus, mais il y en a d'autres qu'on va évoquer après quoi. Ouais mais vraiment genre globalement la capacité de Mbappé de s'élever dans les grands soirs, je pense que c'est ce qui fait le plus les légendes du football.
On parlera de Zidane, qui a été un extraordinaire joueur, mais particulièrement dans les grands moments. On retrouve ça beaucoup chez Sergio Ramos, qui a parfois fait des débuts de saison un petit peu moyens et qui brillait toujours. Et là, on le voit, ça fait 2-3 matchs qu'on retrouve vraiment, pas Sergio Ramos 2014, mais quand même un extraordinaire un bon Sergio Ramos qui est déjà pas mal pour le PSG. Voilà, Mbappé, c'est à saluer. Et il a marqué l'histoire à jamais hier. Et puis il était dans les bonnes conditions aussi, parce que moi je veux quand même mentionner Galtier. En fait, c'était intéressant parce qu'avant le match, on aurait pu se dire ok, Galtier versus Tudor, c'est Tudor qui va gagner ce match. Et en fait, le match des tactiques ou le match des entraîneurs. En général, je suis d'accord avec toi. Si aujourd'hui tu te dis, est-ce que tu dois préparer un match lambda, qui tu prends pour le préparer au mieux, Tudor ou Galtier, t'as tendance. Et puis sur les dernières semaines aussi, la tactique est bien mieux huilée du côté de l'OM de manière générale. Et là, en fait, Galtier, il a commencé par mettre Mbappé dans des super conditions. La défense à 3 avec Nuno Mendes sur le côté qui vient toujours soutenir Mbappé, on l'a vu, cette connexion Nuno et Mbappé, elle est folle. Et puis la connexion avec Messi quand ils sont à 2, voilà, on sait où j'arrive, mais sans Neymar, ça marche beaucoup mieux. Et ça s'est vu directement, quoi. Mais ça marche pas seulement pour le côté. En fait, tout le monde le dit, on n'invente pas la roue. Les trois ensemble posent plus de problèmes finalement à l'équipe qui n'en résolvent. Je pense que si c'était Neymar et Mbappé et que Messi était sur le banc ou n'était pas disponible, il y aurait quand même une forme d'amélioration plutôt que les trois. Le problème, c'est quand il manque Mbappé, parce que là, tu n'as plus le buteur et tu n'as plus la profondeur. Mais oui, il faut que Mbappé soit associé à un des deux. Ouais. Maintenant, quand effectivement, c'est, du coup, l'absence de l'un des deux peut être plus profitable. Mais bon, on verra maintenant. Je ne sais pas combien de temps Neymar sera absent, donc ça, on verra. Mais oui, et Galtier a mis Mbappé dans des bonnes conditions. Mais j'ai envie de te dire, pour une fois, en fait, Galtier est dans des bonnes conditions depuis quelques semaines au PSG, contrairement un petit peu à ce qu'on pourrait penser. Pourquoi ? Parce que oui, il n'a pas les résultats pour lui, oui, il a la pression, mais justement, c'est là où il retombe sur ses bases de plus petit, de contre-attaque, de bloc bas et de jeu de transition, alors qu'au PSG, normalement, ce qui est attendu, c'est de pouvoir avoir un jeu de position. Et du coup, là, il n'est pas obligé d'avoir cette approche-là, puisque la crise lui permet de dire la fin justifie les moyens. En l'occurrence, tant mieux pour un PSG-OM, il n'y a pas de... ou un OM-PSG, pardon. Mais... il jouait quand même sa tête hier. Évidemment. Donc il joue quand même sous pression. Hier, il l'a dit, t'as vu, après le match, la première chose qu'il a dit, il a dit à sa femme, alors t'es rassuré. Enfin, je pense que voilà, ça devait être. Il a dit à un supporter de l'OM apparemment aussi. mais je pense que voilà, je pense qu'il était pas serein sur les dernières semaines. Il était inquiet pour son job, etc. Et à juste titre. Et je pense qu'il bénéficie aussi justement de ce switch un peu que les joueurs ont fait, où déjà les joueurs ont maintenu leur confiance en Galtier et se sont mis au travail. Je suis pas encore sûr de ça, très honnêtement. Hier, les joueurs ont juste envie de gagner des matchs et envie de gagner des trophées. Après, ils l'ont moins montré contre le Bayern que hier, quoi. Pas sûr, non, je suis pas d'accord avec toi. Contre le Bayern, justement, c'est là où j'ai presque aussi vu le plus la patte Galtier. 4-4-2, resserré, bloc bas, justement. On fait rentrer Mbappé à la 60e. Pardon, mais le plan de jeu était là. Je pense qu'ils sont d'accord pour revenir à des choses simples, ils veulent gagner. Et c'est là-dessus où ils sont OK pour suivre Mbappé. Est-ce qu'ils le suivront jusqu'au bout et l'année prochaine ? Ça, j'ai pas la réponse. Ouais, non. Je veux pas, je dis pas d'un côté qu'ils l'ont lâché. Hein. Je veux pas, je nuance un peu ta position sur Galtier. Toi aujourd'hui, tu es président du PSG. Qu'est-ce que tu fais avec Galtier ? Tu le gardes, jusqu'à la fin de saison là, aujourd'hui, le risque il est moindre, tu vois. Mm-hmm. Après, il faudra voir qui est disponible et quelle équipe sera là cet été aussi, parce qu'il y aura beaucoup de changements cet été, je pense. On le dit chaque année. Il y en a chaque année. Enfin, il y a souvent des gros changements. Donc voilà, là, ça va dépendre un petit peu de quels sont les objectifs. Il faut aussi voir quelles sont les intentions du Qatar après la Coupe du Monde, etc. Le long terme, le court terme. Donc on verra. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de sens de virer Galtier. Sauf s'il y avait défaite hier, élimination contre le Bayern. Je pense qu'alors là, il faut agir, quoi. Moi, dans mes tops, j'avais mis Messi. T'étais moins d'accord avec moi ou t'étais plus nuancé ? Évidemment, tu vas reconnaître qu'il a fait un bon match, mais... Messi, il fait une passe et il fait un goal. Évidemment, je pense que Mbappé, il kiffe de jouer avec Messi parce que sur le deuxième but,
il sait que Messi va voir la passe que les autres ils voient pas, et donc lui il profite d'aller en profondeur et de recevoir les belles passes de Messi. Pardon, c'est pas sur le but que Mbappé donne à Messi. Non, sur le but de Mbappé, le deuxième but d'Mbappé, où il part et Messi voit la fameuse louche. Donc voilà, ça, Mbappé il a bouffé des vidéos, il a vu Messi voir ça, il a envie de jouer comme ça. Je pense qu'il travaille un peu d'ailleurs à l'entraînement. Ouais, non, mais je veux dire, il a envie, il va chercher ça, tu vois, et donc ça doit être un kiff pour lui, et puis c'est un kiff pour tout le monde de voir Messi jouer. Après, je trouvais pas Messi extraordinaire, je trouve que voilà, il a fait son travail hier, et si tu me demandes de choisir 3 tops, c'est difficile à le mettre dedans par rapport aux attentes qu'on a envers lui. Voilà, pour moi, j'ai normalisé son talent, donc ce qu'il fait hier, c'est horrible à dire, hein, c'est un commentaire d'enfant gâté, mais en fait, voilà. Sur l'échelle de Messi et de ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a montré dans sa carrière, en fait, tu trouves que c'est un match une performance normale, et il n'a pas été extraordinaire, il a été décisif au moment où il a eu besoin d'être décisif. Et si je te ramène au référentiel de Messi au PSG? Ouais, même là, c'est un bon match, mais c'est pas extraordinaire, tu vois. De nouveau, c'est pas dans mon top 3, là, tu vois. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord pour 2 raisons. Déjà, en fait, c'est la complémentarité entre Mbappé et Messi qui est extraordinaire, mais parce qu'il l'a aussi avec Neymar, mais Neymar et lui occupent les mêmes, Neymar et Mbappé, pour être précis, occupent les mêmes zones du terrain au niveau de l'aile gauche, alors que Messi préfère être plutôt axe droit à la space droit. Ouais. Donc là, il y a une meilleure répartition, effectivement, du coup, des appels, puisque c'est ce qui permet l'appel de Mbappé quand Bailly est dépassé. Eric Bailly est dépassé sur le premier but qui est extraordinaire, et il a juste à lui glisser, etc. Donc là, il y a une meilleure répartition. Et puis, j'ai trouvé que l'intelligence de Messi positionnelle, et notamment dans sa relation avec Vitinha, où Vitinha était beaucoup plus mobile, et en fait, ils interchangeaient leur position en fonction des ressorties de balles, était très intelligente, et j'ai trouvé plus investi aussi, très honnêtement. J'ai trouvé Messi plus dans le match, plus à la hauteur de l'événement. Alors, sur le match aller, il avait personne à qui la donner, donc je peux aussi trouver des circonstances assez atténuantes, mais parfois il a plus marché, parfois il a plus semblé déconnecté, moins investi. Hier, il était plus dans son match, plus dans un classique. Ouais, je sais pas, j'ai du mal à être d'accord. Après, tu as parlé de Vitinha, et je trouve que le milieu du PSG, justement, est un vrai succès. Enfin, je trouve que le trio... je sais que toi t'es un peu moins fan de Fabian Ruiz, mais genre Fabian Ruiz, pas en général, Fabian Ruiz, Vitinha et Verratti, c'est un vrai trio qui a fonctionné, qui va sûrement être reconduit plusieurs fois par... de toute façon, Galtier là il est coincé avec son 3-5-2. Genre, je suis même pas sûr, David. Pour 2 raisons. Mais pour 2 raisons. Déjà, Galtier, à chaque fois qu'on croit qu'il va partir sur un système cette saison, il en change. Au début, c'était le 3-4-3, puis il a changé vers un 4-4-2 losange, etc. Il avait dit je ne referai plus le 4-4-2 à plat. Tu crois qu'il va pouvoir changer la compo d'hier ? Déjà pour une seule raison. Je ne pense pas. Ah non, pas forcément, parce qu'on n'est pas sûr qu'il revienne. Okay. Mais l'absence de Kimpembe, souvent, en fait, ce qui l'a poussé à faire une défense à 3, c'était le nombre de défenseurs centraux. Et Kimpembe n'est plus là. Et donc, il faut qu'il ait au moins un plan B si tu as un deuxième pet au niveau des défenseurs centraux. Et ça, c'est pas. Donc, t'aurais Danilo, Ramos et Marquinhos. Mais sachant que t'as Mukiele qui est de retour aussi, donc qui peut faire un défenseur axial droit. Maintenant, non, mais il a dit hier qu'il pourrait, il va sûrement reconduire, que ça va être dur de changer, mais il le dit souvent. Donc, je veux juste nuancer ça. Okay. Je suis moins sûr. Et au contraire, justement, j'y réfléchissais parce que je disais, tu me l'as déjà servi cette soupe-là, Christophe. Je vais pas retomber dedans. Au contraire, on commence à avoir en fait des marques dans plusieurs systèmes. Et alors, je ne dis pas que Christophe Galtier, c'est Thomas Tuchel et qu'il a cette flexibilité-là, mais pourquoi pas commencer justement à exploiter le fait qu'on ait utilisé différents systèmes et qu'on ait différentes solutions. Ouais, le problème, c'est que dans une défense à 4, t'as pas le même Nuno Mendes que quand t'es dans une défense à 3. Tu vois. Non, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que Nuno s'adapte très très bien justement au fait que ce soit une défense à 4 ou à 3. Il est excellent. Évidemment que dans une défense à 3, il peut encore plus être agressiviste. Non, oui, mais il sait le faire dans une défense à 4. Je trouve vraiment, c'est pas Nuno qui m'inquiète dans une défense à 4. C'est plutôt le milieu et l'interprétation des milieux en fait. Justement, tu disais que tu étais assez content du milieu hier. Je l'ai trouvé bon, mais parce que bloc bas et on sert Messi Mbappé quoi. Ouais. Genre, pardon, mais on leur a pas demandé la lune et j'ai pas trouvé Fabian Ruiz extraordinaire. Ouais, il a fait des belles montées, tout ça, tu vois.
je suis pas moi je suis pas transcendé pardon mais Non, et ça reste un bon joueur, mais il y a toujours moi c'est ce que j'appelle le phénomène du joueur moyen, en fait de l'écart des joueurs, parce que Fabien Ruiz c'est un bon joueur. Je pense qu'il a des choses à apporter, mais quand il y a des écarts avec des joueurs qui ont un meilleur statut ou qui ont un jeu très différent du tien, t'as déjà joué comme ça. En fait, c'est très très vite, ils te la réclament, tu leur lâches, et en fait, tu sais jamais quoi attendre d'eux parce que tu sens qu'il y a un décalage entre ce qu'ils attendent de toi ou ce qu'ils espèrent de toi et ce qu'ils vont faire. Donc, le PSG est souvent dans ce schéma-là, et c'est pour ça que ça sous-investit les joueurs qui sont un peu moins stars ou un peu moins stars grands techniquement que Neymar, Messi, Mbappé qui aiment jouer ensemble. Mais donc je sais pas, je te dis c'est interchangeable, il y a des choses qui peuvent être apportées dans ce milieu. Je suis pas figé là-dessus. Ok. Mais bon, on verra. Vitinha, t'en as pensé quoi? Non, Vitinha, il fait un bon match. Moi, j'étais déçu ces derniers mois de son niveau de jeu. Là, hier, je l'ai trouvé un peu meilleur, mais ça reste, comme tu le dis, pour moi, ça reste pas encore au niveau PSG, peut-être, tu vois. Ce qui est attendu, mais il est encore jeune et tout ça, il y a encore de la marge. J'ai trouvé impactant, mobile, sobre, et bon dans justement cette relation avec Messi, et à confirmer. Peut-être qu'il est justement, lui, ce système a l'air de mieux lui convenir. Il a été meilleur en début de saison, justement dans ce système, et là il redevient meilleur, peut-être une chose à creuser. Mais voilà. Est-ce que tu avais un autre top, avant que peut-être on passe au flop? Non, ouais, enfin, toi, est-ce que tu avais... Non, donc on avait comme... bien sûr, comme j'avais comme top, donc j'avais Messi, j'ai Mbappé, il y a Nuno Mendes qu'on a mentionné, qui sur son couloir a vraiment déjà mangé Nuno Tavares. C'est un des meilleurs transferts de l'histoire du PSG. Vraiment, c'est peut-être même le meilleur latéral gauche de l'histoire du PSG. Voilà, sa relation avec Mbappé, elle est folle. Et puis pour moi, donc il y a ce que je te disais, pour moi l'absence de Neymar, c'est un top. Mais après... Je comprends ce que tu dis et je suis prêt à nuancer en disant l'absence de un des trois est un top en fait. Non, dans le sens un des où... deux. Un des deux. Oui, en fait, sans Mbappé, c'est pas. Mais un des deux, voilà, parce qu'on le sait très bien pour l'équilibre de l'équipe et puis pour aussi la logique tactique, comme tu disais. Il y en a qui se marchent sur les pieds, etc. Donc en vrai, Neymar, il signe un peu de plus en plus son départ du PSG, parce qu'en fait, quand tu vois un match comme hier, tu te dis, en fait, est-ce que le PSG... On avait ici la discussion avec Adrien pendant la Coupe du Monde, Adrien Grenier, qui est spécialiste du PSG, et qui nous disait, le PSG, il est mieux peut-être sans Neymar, le Brésil est peut-être mieux sans Neymar. Et là, c'est pareil. Enfin, moi, je le pense aujourd'hui que le PSG est probablement mieux sans Neymar, malgré qu'on a vu des Neymar des grands soirs, on a vu des Neymar impactants, etc. Mais dans la logique collective aujourd'hui... le PSG se porte mieux sans Neymar et fait un meilleur match. Tu le disais, tu vois, si on veut comparer un match sans Mbappé ou un match sans Neymar, on a deux scores complètement à l'opposé. Après, il y a des contextes différents, etc. Mais la vérité, c'est qu'il ne faut pas comparer un match sans Mbappé ou sans Neymar, c'est qu'il faut comparer un match sans Neymar et sans Messi. ou alors sans un des autres milieux. En fait, je pense que Neymar est une meilleure individualité que tous les autres milieux du PSG, peut-être hormis Messi, vraiment en tant qu'individualité. Le problème... c'est qu'il vaut mieux avoir une individualité ou une balance, un équilibre, en fait, quitte à supprimer une individualité qui est un peu moins forte pour une meilleure cohérence de plan de jeu. Que le Vitinha, tu le dis, moi je trouve pas que c'est un dieu, mais il donne quoi. Voilà. Même Fabien Ruiz hier, tu vois, ce que j'aurais pu lui reprocher à d'autres matchs, hier il donne quoi, il a transpiré, tu vois. Oui, ils ont plus couru que d'habitude, c'est évident. Voilà, après, tu vois. Oui, après. Neymar, on le voit courir en demi-finale de Champions, mais après, est-ce qu'on le voit courir, tu vois? Moi, je suis pas d'accord avec ce statement, cet avis-là. C'est qu'il court sur le terrain. Le problème, c'est qu'il ne fait que courir sur le terrain des matchs. Et que, en fait, du coup, il n'a pas l'hygiène de vie derrière qui lui permet d'assurer. Mais la vérité, c'est qu'il court dans un match. Un match à intensité comme hier, tu vois, on l'aurait perdu, quoi. Enfin bon, c'est pas prédire, mais en tout cas voilà. Mais l'absence de Neymar, je trouve que l'absence de Neymar a fait du bien. Elle a probablement créé un casse-tête dans la tête de Galtier là, parce que voilà, si Neymar revient, elle en a résolution. Ouais, mais si Neymar revient, comment tu les réintroduis dans cette équipe? Parce que moi, je pense, malgré ce que tu as dit, qu'il va être amené à conserver
cette tactique et donc enfin voilà et cette compo, Ce schéma, ouais. ce schéma. Donc qu'est-ce qu'il va faire si Neymar revient, ça c'est la grande question. Mais en tout cas hier ça a vraiment très très bien marché sans lui. Ouais. Et voilà, de toute façon Mbappé arrête pas de donner des indices là-dessus, donc parce que hier il a dû être... Enfin, voilà. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que l'équipe avait bien mangé et bien dormi, c'est évident. Ouais, ça, c'est vrai. Et particulièrement Gigio, qui revient de plus en plus. Alors, est-ce que c'est le départ de Keylor? Certains le disent, je pense pas. Je pense qu'il prend de plus en plus. De toute manière, sur sa ligne, il a toujours été bon. Ouais. Et il l'est de plus en plus et il reprend confiance. Balle au pied, c'est toujours pas un crack mondial, mais c'est un bon joueur. Et hier, c'est lui aussi qui te permet de rester dans le match. Ouais, Donnarumma, il a fait un très gros match hier parce qu'il y a eu quand même quelques occasions qui auraient pu rentrer. Ouais, la tête d'Alexis Sanchez notamment. Voilà, le coup franc, il y a des actions de Nuno Tavares que j'ai en tête aussi, une frappe. Donc ouais, il y a eu quelques moments où il a sauvé. Et puis il est serein, il est bien, il est en confiance. C'est génial pour le PSG parce que il monte en puissance. Ouais, il monte en puissance. Voilà, le PSG a son gardien pour les 10 prochaines années. Je pense que après, juste avant Keylor Navas, c'était toujours galère pour le PSG de se trouver un gardien de niveau. Puis même avec Keylor Navas, il y a eu des doutes. Enfin, il y a eu des bonnes saisons, mais après. Enfin voilà. Keylor Navas jusqu'à l'arrivée de Gigio, ça a été parfait, mais après. Ouais, mais on savait qu'il était vieux. Enfin, c'était pas non plus un pari sur la durée. Donc voilà, là, je pense que le PSG, ils ont je trouve que c'est toujours idéal pour un club quand tu boucles un gardien comme ça qui est en début de vingtaine et que tu sais que voilà, il va faire sa carrière là-bas ou du moins. Il peut encore progresser justement parce que c'est exactement, très il va jeune progresser, pour un il va se familiariser avec l'équipe, il sera un des leaders de cette équipe à l'avenir et c'est important d'avoir quelqu'un comme ça dans tes cages qui rassure ta défense, etc. Et là. Hier, il a fait un très très gros match dans un vélodrome plein, donc c'est super pour ça. C'est super pour sa carte de visite, quoi. Ouais. Et puis, un dernier mot avant de passer au flop, juste sur Marquinhos, je pense, qui a fait quand même un bon match et qui, doucement, recommence à remontrer des performances. Mais écoute, hier, je l'ai trouvé bon parce qu'il a beaucoup donné. De nouveau, il ne s'est pas économisé sur ses efforts. On l'a même vu monter pas mal. Ouais. Il a fait une belle percée à un moment. Ouais, il a pas mal monté. Il amène le ballon vers l'avant et tout. On reconnaît un peu le Marquinhos milieu de terrain à des moments comme ça quand il monte. Marquis Ballon d'Or. Voilà, c'est ça. Mais je trouve que ces dernières semaines, Marquinhos me déçoit un peu en tant que capitaine du PSG. Et j'arrive pas trop à passer au-dessus de ça. Tu vois, je trouve que sa personnalité m'a vraiment déçu. Ces dernières semaines, je trouve qu'il n'a pas été à la hauteur du brassard. Pour ses propos sur la famille à la maison, et puis il faut le savoir perdre. Ouais, il y a ça, mais il y a quand il va pas saluer les supporters, quand il râle sur Kipembe qui va par contre lui voir les supporters, etc. Je trouve qu'il est pas bien dans ce rôle de capitaine en ce moment. Peut-être hier, il a fait un match de capitaine un peu, mais encore. Je trouve qu'il mérite plus le brassard alors qu'il est. Et ça me déçoit un peu parce que c'est nouveau un peu ce comportement, tu vois, et c'est un peu décevant. Écoute, après il n'était pas capitaine avant justement. Je pense que depuis le départ de Thiago Silva, la charge de la défense lui revient et ça a toujours été un peu lourd. Mais bon après voilà, le but c'était quand même de dire qu'il avait quand même fait plutôt un bon match hier. Ouais, il a fait un bon match hier. Il y a rien à dire. Ouais. Contrairement à d'autres, on va passer donc au flop et je pense que pareil, on a commencé par Mbappé, on va commencer par le plus évident côté marseillais, c'est Eric Bailly. Ah ouais, c'est ok. J'en avais un autre en tête. Non mais ouais, ok. Quand même. Genre, je pense que non, parce qu'il. Ouais, c'est sûr que c'est pas une populaire, mais ok. Bailly, le pauvre en vrai, tu vois. Le pauvre, les pauvres Marseillais. Il a pas démarré un match depuis 2 mois. Ouais. Et il doit prendre. Après, il est responsable de ça aussi. Non. Oui, d'accord, mais je veux dire, tu te prends Mbappé tu vois, après 2 mois d'absence, tu démarres un match, c'est Mbappé que tu dois tenir. Ouais, quand t'es en manque de rythme, tu vas souffrir, tu vois. Okay, et après, il a trop souffert. Mais il aurait dû faire mieux, ça, c'est certain. Mais il est aussi un peu victime de ça. Mais après, il est censé être soutenu par Rongier et d'une certaine manière Balerdi, quoi.
Ouais, mais pareil, tu vois, Rongier a un peu perdu pendant le match, etc. Mais bon, après, c'est indéfendable dans le sens où, oui, bah, il doit faire mieux, parce que c'est sûr qu'il a pris l'eau sur son couloir là, c'était horrible. Non, mais il est toujours trop tard. Il était c'est plus que tardif. Pardon, mais c'est une question de positionnement. Ouais. Comment il défend sur le premier but de Mbappé? Comment il défend à 20 mètres de la ligne médiane, qui couvre donc un appel incroyable? C'est pas normal. Non. Et pourquoi? Parce que tu l'as dit, il a pas de rythme, donc il veut gagner des mètres et donc il s'aligne pas sur sa défense. Enfin, par contre, c'est aberrant, quoi. Ouais. Et ça, il a pas le droit. Il y a encore un petit pont par Mbappé, personne va lui jeter la pierre. Mais enfin, il s'en est pris deux. Ouais, c'est ça. Non, il était. Enfin, quand je veux dire, il était toujours en retard. C'est comme si, voilà, chaque fois qu'ils se retournent, il y avait déjà Mbappé derrière lui, quoi. Enfin, tu vois, il était paumé. Il y avait rien à faire. Moi, je l'aurais sorti à la mi-temps, en vrai, tu vois. Mais tu vas faire rentrer qui? Ah oui, il y a pas Mbemba, il y a pas Gigot. Tu l'avais dit. Oui, en fait, je vais le dire parce qu'on va mentionner Tudor. Enfin, pour moi, le flop, c'est Tudor. Ah, pour toi, c'est même le numéro 1. Ah, c'est le numéro 1, parce qu'en fait, tous les problèmes de l'OM hier. Ouais. Sont causés par Tudor. D'accord. En fait, pendant même la défense. Je te rejoins sur le principe. En fait, moi aussi, j'avais mis Tudor. Moi, j'avais mis en numéro 3. Mais parce que oui, tu as raison. Globalement, il a pas mis son équipe dans les bonnes conditions. Ouais. Ou alors... Ouais, enfin, bon, bref. Vas-y. Non, mais pareil, par exemple, sur la défense, tu vois. Moi, déjà, mettre Nuno Tavares à droite, c'est un crime, tu vois. Genre, sur le match d'hier, il a pas de pied droit. Je veux dire, donc... Ouais, mais justement, il a un pied gauche et il a 2 balles sur son pied gauche. Hein. Ouais, et bravo à lui, parce que... Non, ouais, mais après, il a pas la capacité de les... Comment ça, c'est pas une question de capacité. Genre, attends, il a un face-à-face, un moment... Quand il reçoit la poitrine de Alexis Sanchez, tu vois. Genre, faut être Olivier Giroud pour la reprendre de la volée du gauche, tu vois. Ah non. Ouais, mais de nouveau, c'est Nuno Tavares, arrière-gauche, jeune portugais, en latéral gauche, le piston gauche qui a mis cette but cette saison. Ok, mais à quoi on s'attend? Que c'est lui qui va ramener les goals, alors? D'une certaine manière, hier, oui. Ouais, mais donc c'est triste, c'est ça que je veux dire. C'est pas là où on doit l'attendre. On avait un débat la semaine dernière en disant que c'était pas si triste et que justement il avait beaucoup d'apports. Mais parce que de facto il mettait ses goals. Mais là, quand tu comptes sur lui pour mettre des goals, je trouve un petit peu limite quand t'as des joueurs comme Malinowski, comme Alexis Sanchez, comme Under qui peuvent quand même faire beaucoup mieux, tu vois. Non, mais à comparaison de toutes choses comparables, Malinowski et Alexis Sanchez font pas un bon match. Nuno Tavares, dans le système de Tudor, les pistons sont importants et sont un vecteur décisif, un apport de but et de passe décisive. Hier, donc c'est pour ça où je nuance un peu ta position sur Tudor, que je partage en partie, hein, mais hier, peut-être que le pari de Tudor de mettre Nuno Tavares, s'il les met ces 2 frappes, parce qu'il est dans des bonnes conditions, il arrive à être mis dans des bonnes conditions, et ça c'est le rôle de l'entraîneur. Mais il peut pas, le rôle de l'entraîneur, c'est pas de lui dire comment il peut pas mettre la frappe à la place de Nuno Tavares. Alors, mais il arrive à le mettre sur 2 positions de frappe où peut y avoir 2 fois 1-0 au moins. S'il les met pas, ça change tout. Parce que pour moi, c'est pas le joueur pour la frappe. De nouveau, ça veut dire que je préférais mettre Alexis Sanchez dans ces conditions-là que de mettre Nuno Tavares. Piston droit ? Non, mais par contre, j'aurais mis piston gauche, tu vois, et j'aurais mis Jonathan Klaus, tu vois, et j'aurais mis Kolasinac en défense centrale avec Balerdi et Bailly, ou sans Bailly. Mais... Bah, peut-être avec Bailly et Balerdi, parce que de nouveau, Rongier, il lui fait pas un cadeau hier, Tudor. Justement, alors viens, on va parler de ouais, c'est ça, j'allais dire. Moi, j'ai pas du tout compris. Moi non plus, mais je crois pas que lui non plus. Je crois que lui, il a pas compris non plus. Moi, je suis sûr que ça peut pas être un hasard. Justement, dans le match de Coupe de France, Rongier, il est bien aligné sur sa défense. Hier, il est devant Balerdi et Bailly. Mais parce qu'il a pas confiance en Bailly. Non, je pense que c'est une consigne. Ou alors, c'est Bailly qui est plus reculé. Mais je trouve que Bailly et Balerdi sont alignés, alors que Rongier est devant eux. Donc pour moi, c'est une consigne. C'est une consigne, mais c'est une consigne où il a mal compris, ou mal exécuté, ou l'idée de base, la consigne, elle est mauvaise, et lui, il a dû faire avec. Mais en tout cas, ça n'a pas marché de toute façon. Ça n'a pas marché. Mais et je trouve qu'il est mis dans ces conditions-là. Est-ce que ça impute à Rongier ou est-ce que ça impute à Tudor ? Les deux en soi, tu vois, tu dois toujours faire mieux, même si la consigne elle est pas bonne. Mais de base, je trouve que Tudor, fait une grosse erreur là. Je trouve Malinowski fait un mauvais match. Il a changé trop de choses. En fait, juste pour rester sur Tudor, là où je te rejoins complètement, c'est qu'il a tout bougé pour Mbappé, et en fait, il a bougé trop de choses dans son. C'est-à-dire qu'il fasse une adaptation.
Ça, au contraire, il a le droit. Mais de remplacer Klose pour changer de Tabarez, qui fait qu'il y a un retour de Bailly, qui fait que en fait Kolasinac est piston gauche et qui remet Guendouzi en fait dans un espèce de double pivot avec Rongier écarté. Il y avait une désorganisation. Ouais. Et ça n'a pas fonctionné hier. Ouais, complètement. Et même devant, tu vois, moi j'aurais jamais mis Under et Malinowski, tu vois. Pourquoi Under était sur une bonne, ouais, trend. il a tout raté hier. Il a tout raté hier. Malinowski aussi. Peut-être que c'était le bon. Non, mais j'aurais peut-être gardé. Ouais, c'est vrai. Mais j'aurais peut-être gardé une des deux gâchettes pour la 60e, tu vois. Mais il a fait rentrer Unai et Vitinha, et ça, on va en parler. Il avait des gâchettes. Il a des gâchettes. Ouais, mais Unai, il rentre trop tard pour moi et il aurait pu démarrer. Alors, tu vois, dans ce cas-là, je l'aurais peut-être mis lui plutôt. Mais je pense pas parce que, enfin, si tu te mets à la place de Tudor, visiblement, ses choix, c'est de bétonner. Il a et Guendouzi, Verretou Guendouzi dans une espèce de double pivot, Rongier derrière, Kolasinac piston gauche. Non, le but c'est pas de mettre Unai et d'aller chercher non, évidemment. Normalement. Non, évidemment, mais j'aurais mis Guendouzi plus haut peut-être, tu vois, comme il a joué souvent et tu fais rentrer Rongier, quoi. Qui a un impact player. Ça je peux. Voilà, tu vois, mais je trouve que rien n'allait. Après. Enfin, t'as encore quelque chose à dire sur Tudor ? Sur Tudor, non, je pense qu'on a fait à peu près. Non, parce que je veux évoquer aussi Vitinha, tu vois. J'allais te lancer, vas-y. Pour moi, faut commencer à se poser des questions sur Vitinha, en fait. Ça fait un mois qu'il est là. Il a joué 60 minutes, une fois 45 minutes. J'ai pas les stats. Deux entrées de match. Il a démarré face à je sais plus quoi. Donc c'était face à Nice, je crois qu'il a démarré. Il a fait 45 minutes. Ouais. En gros, il a fait 45 minutes, 6 minutes, 9 minutes. Mm-hmm. Okay. Hier, il a fait 9 minutes, le match précédent. Il avait fait 6. Donc ça devient super inquiétant. Je trouve ça tôt pour juger David. Non, je juge pas en fait son niveau là, à l'heure actuelle. Je trouve que c'est inquiétant qu'il soit pas encore vraiment dans l'effectif, alors que ça fait déjà un mois qu'il est arrivé. Un mois, c'est rien. Pour un joueur qui vient d'arriver en cours de saison, mais il cartonnait à Braga, tu vois. Certes, mais c'est comme, on parle souvent à Liverpool, Fabinho quand il est arrivé, il n'a pas joué pendant 6 mois alors qu'il cartonnait à Monaco. Il y a des joueurs comme ça, même Darwin Núñez, il n'a pas joué tout de suite non plus à Liverpool. Il y a des joueurs comme ça qui ont besoin. Tout le respect pour l'âme, c'est pas oui, mais c'est pas Darwin Núñez. Non, peut-être, tu vois, mais je veux dire, la marge entre Braga et l'OM ou entre Benfica et Liverpool, elle est quand même, je trouve, un peu différente. Après, c'est pas ça le débat, tu vois. Non, t'as à la fois raison et en même temps, c'est pas l'analogie se fait pas forcément sur le niveau des clubs, mais sur les plans de jeu. Ouais. Il faut s'habituer. Et il faut s'habituer à Tudor, ça c'est certain. Je dis juste que là où il y a 1 ou 2 semaines, ok, on parle pas de Vitinha, je pense que maintenant ça peut devenir un sujet où il faut commencer à se poser des questions. Est-ce qu'on n'est pas à faire un nouveau flop ? Après, je lui laisse une demi-saison. Je lui laisse aussi, mais sur un match comme hier par exemple où t'as besoin d'un attaquant, tu vois, d'un numéro 9, c'est pas un atout, tu vois, c'est pas une cartouche que tu peux utiliser. Et je trouve que c'est déplorable après un mois quand même d'avoir payé un gars 32 millions. De te dire que c'est même pas une vraie cartouche à utiliser dans ton match. Ça, tu sais pas encore. Quand il rentre hier, même sur les 10 minutes... Ouais, mais il y a 3-0. Ok, alors mets ton but, tu vois. Il a failli en mettre un. Il a raté. Voilà, c'est ça que je dis. Donc sur tout ce qu'on voit, on voit peu, mais tout ce qu'on voit aujourd'hui est mauvais. Donc à un moment, il va falloir quand même faire les comptes, tu vois. Ouais, mais c'est trop tôt. 45 minutes, t'as dit 15, 9 minutes. Ouais. C'est vraiment trop tôt. Mais évidemment que c'est trop tôt. Mais je te dis juste que je déplore le fait qu'on paye aussi cher un mec en urgence, enfin pas en urgence, mais en mode dans le mercato d'hiver. Donc en général, quand tu achètes pour le mercato d'hiver, il y a un long terme avec Vitinha, mais il y a aussi une volonté d'avoir un impact immédiat, tu vois. Tu vas aller chercher un joueur que tu vas pouvoir intégrer rapidement dans ton effectif. Sauf si tu anticipes des choses pour l'été, et notamment au niveau des problèmes de l'OM. Aussi. Mais il y avait aussi le besoin. L'OM n'a pas, à part Alexis Sanchez, qui n'est pas vraiment un numéro 9, il n'y a pas de numéro 9, donc Vitinha arrive dans ce rôle-là. Tu peux espérer qu'après quelques semaines, il s'installe ou comme titulaire, et si pas comme titulaire, au moins dans une rotation où il rentre à l'heure de jeu. En fait, c'est ça, c'est le manque de temps de jeu, parce qu'il y a peu de temps de jeu qui lui est accordé. À fond. Donc, mais ça doit être mérité. Mais ça, aujourd'hui, on n'a pas les éléments. On n'a pas les infos. On n'a pas les éléments. Moi, ce que je peux juste dire, c'est que c'est dommage à ce stade-là qu'on en soit là avec ce joueur et que je suis un peu inquiet pour les semaines à venir. Et donc, je déplore hier son entrée au jeu qui était catastrophique, alors qu'il a tout à prouver. Il n'a rien à perdre aujourd'hui. Parce que moins que ça, il ne peut pas avoir. Ouais.
Donc, tu vois, si t'as Rivière, t'as 10 minutes, bah, mec, donne-les tes 10 minutes, tu vois. Et il les a pas donné. Tu trouves tu penses qu'il y a Enfin, il a donné, quoi, mais il a raté, quoi. Enfin, Ouais, voilà, ouais. il peut pas rater. Mais je te trouve indulgent avec Vitinha alors que tu l'es moins avec Nuno Tavares. Genre, Non, les indulgent deux- avec nous, parce Tavares. que pour moi, oui, mais moi je ne suis pas indulgent avec Nuno Tavares. Il a 2 situations pour faire que l'OM mène au score. Et des petites. L'OM, hier, ils ont 2,85 d'XG. Ouais. Alors, il y a l'occasion de Vitinha à la fin, mais je peux te dire que les occasions de Nuno Tavares, elles sont pas à 0,20. C'est pour ça que je dis que je suis un peu ambigu sur le Nuno Tavares d'hier, parce que d'un côté, c'est un gros flop parce qu'il manque l'immanquable, mais d'un autre côté, il a énormément donné pendant 90 minutes dans une position dans laquelle il n'est pas habitué de jouer. Et donc, voilà, genre, respect pour l'effort. Après, il s'est manqué. C'est sûr qu'il s'est manqué sur des actions décisives, tu vois. Mais comment t'expliques cette indulgence vis-à-vis de Tavares, contrairement à celle de Vitinha qui vient d'arriver, qui je trouve a plus de circonstances mais je n'ai pas d'indulgence envers Vitinha. Je ne reproche rien à l'heure actuelle. Je dis juste que ça reste inquiétant à l'heure actuelle de constater. Voilà. En fait, tu te mets dans la peau d'un supporter d'un supporter ou du club, tu vois, ouais. et de me dire bon, ok, là, il est bientôt l'heure de faire les comptes et les comptes sont pas bons, tu vois. Avec Nuno Tavares, si tu rajoutes pas Kevin, ça ne marche plus. Non, mais c'est ça. Donc, tu vois, là, tu commences à te poser des questions et voilà, Nuno Tavares, il y a eu d'autres matchs où il a, voilà, on en a parlé la semaine dernière, où il a marqué beaucoup plus qu'il aurait dû. Il a 8 goals cette saison, donc tu vois, on peut le juger sur d'autres choses. Là, avec ce qu'on a comme élément pour juger Vitinha, c'est grave. Okay. Pour finir sur les tops et flops, est-ce que justement tu mettrais un joueur du PSG plutôt en flop et un joueur de Marseillais plutôt en top si tu devais un petit peu positiver ou atténuer la prestation d'une des deux équipes? Ouais, bah, j'ai plus facile à trouver des tops à Marseille en vrai. Ouais. Bah, je mentionnerais. Bon, moi j'aime bien les mouvements de Guendouzi. Je trouve que voilà, il a le cœur. Ouais, mais il rate. Enfin, il a été brouillon hier. Il est brouillon. Et Alexis Sanchez, parce que voilà, il y a la qualité. Et il peut à chaque fois. Quoi ? Non, mais bon, son coup franc qui est arrêté par Donnarumma, il était quand même superbe. Quand il a remis sur Nuno Tavares, l'intelligent. Mais ça, pareil, Guendouzi lui fait un superbe centre. Lui, il a reprend la contre le près. Là, techniquement, il y avait vraiment un truc qui est complètement éclaté par Nuno Tavares. Mais Alexis Sanchez, voilà, il y a des parts de magie comme ça qui me plaisent beaucoup. Et voilà, au niveau flop à Paris, moi Ramos, il me convainc pas trop, la vérité. Voilà, je le trouve moyen. Non, il fait une mauvaise saison de toute manière, mais j'ai l'impression qu'il revient de plus en plus. Ouais, je sais pas, je le trouve. L'ère de février, je te dis ça. Ouais, je sais pas, je le trouve moyen, donc je pourrais le mettre en flop. Et sinon, voilà. Et voilà. Un dernier mot. Est-ce qu'il y a eu des choses sur l'arbitrage, un oubli sur Verratti, sur Vitinha? Qu'est-ce que tu en as pensé? Honnêtement, en tant que supporter parisien, pour moi, Clément Turpin fait globalement un bon match. Il y a peut-être pénalty sur Vitinha, il y a peut-être pas faute sur Verratti. C'est pas des choses qui sont qui font du match de Clément Turpin un mauvais match, selon moi. Non, pour moi, Turpin, c'est un très grand arbitre. Vraiment, je le pense parce que en vrai, il contrôle les matchs d'une manière extraordinaire, tu vois. C'était un match au Vélodrome quand même, au MPSG, un match à super enjeu, etc. Et le match, il est contrôlé, les erreurs d'arbitrage. Pas un carton jaune. Il y en a toujours, voilà, tu vois, pas un carton jaune. Il y a toujours des erreurs d'arbitrage, tu vois, il y en aura toujours, mais hier, il n'y a pas. Je sais que les supporters de l'OM, ils vont dire que Turpin est toujours un peu contre eux, etc. Mais bon, hier, c'est plutôt à leur faveur, j'ai l'impression. Ouais, tu verras avec un fan de l'OM, il n'aura pas cet avis-là. Mais je veux dire qu'on aura toujours à critiquer l'arbitrage. Mais globalement, je trouve que la France peut être fière d'avoir un arbitre comme Clément Turpin. Et c'est de la part d'un Belge. Donc voilà, ok, très bien. Bon, on va passer à une autre question. On va essayer de se projeter un peu sur la dernière partie de saison. Est-ce que, selon toi, avec les 8 points d'avance aujourd'hui que le PSG a, est-ce que la Ligue 1 ou le titre de Ligue 1 est joué? Malheureusement, oui. Malheureusement pour le suspense. Non, ouais, je pense que énormément de gens auraient aimé voir l'OM gagner hier, revenir à 2 points du PSG, d'avoir une fin de... C'est des spectateurs neutres, oui. Voilà, d'avoir une super belle fin de championnat. Là, quand on compare un peu les calendriers.
C'est pour le PSG, c'est pas facile non plus. Ils vont quand même affronter Rennes, Lyon, Lens dans les prochaines semaines. Mais bon, tous ces matchs-là seront à domicile. Donc ok. Par contre, l'OM va devoir affronter Rennes, Lens, Lyon, Lille à l'extérieur, notamment, ce qui est énorme. Il n'y a aucune chance. Sachant que Marseille a quand même des meilleurs résultats à domicile qu'à l'extérieur. Donc, à l'extérieur qu'à domicile. Mais ça reste des gros matchs à enjeu. Et après, de toute façon, c'est impossible que l'OM gagne 3 matchs, que le PSG va perdre 3 matchs. Enfin, je vois pas. Quoi ? Ouais, c'est quand même peu réaliste, tu vois. Non, peu réaliste, je te rejoins. Donc là où il y a quelques semaines, on voyait peut-être l'OM gagner le titre, etc. Aujourd'hui, c'est terminé. Par contre, je suis assez inquiet pour l'OM. Parce que l'OM, ils vont avoir une fin de saison pas si facile. Là, je viens de mentionner les matchs qui les attendent. Et ils ont une grosse concurrence derrière. Et il y a très peu de points qui les séparent de leur... de qui t'as le plus peur ? De leurs concurrents. Honnêtement, Lens ne tourne plus aussi bien qu'en début de saison. Monaco est là. Il y a tellement peu de points. Tu vois, là, l'OM, ils peuvent s'effondrer. Hein. Genre, je les vois pas s'effondrer pour 2 raisons. Un, ils ont quand même une certaine assurance dans les matchs où ils peuvent regarder leur adversaire en face. La preuve, ils ont quand même réussi à battre le PSG il y a un peu moins d'un mois. Après, c'est Mbappé, certes, mais ils ont quand même une assise. Et Monaco revient en force, donc genre, je leur souhaite pas de Et Lille ? Lille, c'est inconstant. Ils ont un très beau jeu, mais ils sont pas tueurs. Ils arrivent pas à convertir aussi bien leurs occasions qu'ils arrivent à s'en créer. Donc c'est inconstant. Donc eux aussi en fait vont perdre des matchs qu'ils devaient gagner, vont peut-être gagner des matchs sur lesquels ils avaient la main. Ouais, je sais pas. Donc ça va se jouer à très peu parce qu'il y a très peu de points de différence, tu vois. Donc oui, mais qui te donne le plus d'assurance aujourd'hui en France ? Quelles équipes ? Honnêtement, l'OM largement. Ouais, et après Monaco, ils se sont fait trimballer par Nice ce week-end. Ouais. Et donc Monaco arrive à peu près gagner les matchs qu'ils doivent gagner contre des équipes plus faibles, ou en tout cas plus bas au classement. Mais dès qu'ils rencontrent un gros, c'est plus dur. Sauf quand c'est le PSG, mais bon, ça c'est un autre délire. Ouais, mais écoute, moi je pense que c'est pas du tout joué. Je suis un peu inquiet quand même pour l'OM. Je le dis parce que. Non, je te connais. Quoi ? Je connais comment tu réfléchis. C'est-à-dire que tu imagines en fait un peu le pire pour. Non, c'est juste que là, par exemple, le match d'hier, ça va leur faire un coup, tu vois. Et je pense que, comme j'ai dit, il y a des grosses confrontations qui vont arriver. L'OM est beaucoup plus attendu aujourd'hui qu'il était en début de saison. Donc, tu vois, les adversaires sont mieux préparés face à l'OM aussi aujourd'hui. Mais regarde comment ils ont maîtrisé Toulouse la semaine dernière sans Memba. Ouais, ok. Non, mais Toulouse, c'est une bonne équipe. Là. Oui, c'est une bonne équipe, mais on va voir face à Rennes, face à Lille, face à Lens, Rennes qui ne performe pas. Lyon, c'est toujours des matchs en jeu. Ouais, mais contre l'OM, il s'en sort un peu. Oui, mais contre l'OM, il s'en sort toujours. Tu vois, donc même pas gagné. Ils ont ce week-end là contre Angers, c'est je sais, mais contre l'OM, c'est des matchs différents. C'est ça que je dis. Donc à voir comment l'OM va pouvoir s'en sortir. Mais je vois l'OM bien plus. En fait, je vois l'OM plus sûr de ses forces, plus dominant. Donc c'est pour ça que je me fais moins de soucis. Ouais, faut faire attention qu'hier soit pas un tournant. Ça, t'as raison. Voilà, et c'est là où je te rejoins et je connais ta mentalité à bien identifier quand des points qui peuvent basculer et sur lesquels il faut faire attention. Mais je pense que Tudor a la même approche et qui va bien les relancer. Et dès mercredi en Coupe de France. Et voilà, ils ont la Coupe de France aussi qui va être une distraction un peu. Pas une distraction, une carotte. Au contraire. C'est parce que si tu joues à te faire peur pour ta deuxième place ou t'as que peur, je pense que ça peut être trop néfaste. Mais là, ils ont une carotte à aller chercher et ça peut être au contraire. Mais si tu perds contre Annecy mercredi. Oui, mais est-ce que tu les vois vraiment ? Ok. Mais là t'imagines le pire. Moi j'ai l'impression que l'OM ils ont une certaine force qui va leur permettre de justement au contraire relancer la machine très vite. Et avec cette volonté de se dire on a une bonne saison à faire, on va finir sur le podium de Ligue 1 pour aller en Ligue des Champions, on va même finir une deuxième fois de suite, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps, une troisième fois de suite, excusez-moi, et on va gagner la Coupe de France qu'on n'a pas gagné depuis 30 ans. Il y a une belle saison à faire, il y a une belle saison à conclure. Ils ont à la fois une carotte et à la fois un bâton, donc une pression. Donc, pas de sas de décompression et des forces. Peut-être. Et un turnover. Unai, ça reste un bon joueur. Ok, il fait des rentrées qui ne sont pas convaincantes pour le moment, à part celle qu'il a faite son premier match. Guendouzi n'est pas là, etc. Mais il y a de la qualité, il y a un bon entraîneur, le club est stable. Je suis confiant. Je pense qu'il y a les ingrédients pour relancer. Ouais, c'est possible, on verra. Est-ce qu'on a fini sur l'OM ? Ouais. Alors j'aimerais qu'on fasse une dernière partie. C'est quelle leçon le PSG doit-il tirer de ce match pour le Bayern ?
pour le match retour face au Bayern, qui sera le 8 mars. La même compo. La même compo ? Bah, sauf si Hakimi est de retour. Ouais, je suis d'accord. Et donc, Danilo en défense centrale avec... avec Marquinhos et Ramos. Tu mets pas Mukiele pour la mobilité ? Je trouve que Mukiele fait des bons matchs. Pas un joueur... c'est pas un Fiori classe, mais il fait des bons matchs. T'enlèves Danilo, alors ? Ouais, plutôt. Je trouve que Danilo apporte certaines choses, mais il a les mêmes tares que Sergio Ramos, qui semble s'élever avec l'enjeu du match et l'expérience de la Ligue des Champions et le leadership. Moi, j'ai vu Sergio Ramos face au Bayern et j'ai été content de le voir à ce niveau-là. D'un côté, si je suis Christophe Galtier et que tu me dis tu dois choisir entre Danilo aujourd'hui dans ta défense à 3 et Sergio Ramos, bah sachant que Danilo m'apporte pas beaucoup plus que Sergio Ramos, à toute chose égale, je prends le mec qui a gagné 5 Ligues des Champions. Ouais. Ok, mais en tout cas, oui, moi je garde cette compo-là. Mais je mets pas Mukiele, par exemple, tu vois. Genre, je préférais mettre Danilo que Mukiele. Le problème, c'est que Danilo, donc, t'as 2 défenseurs centraux qui ne pourront pas couvrir la profondeur, alors que Mukiele plus Marquinhos t'apporte une sûreté que Sergio Ramos peut pas t'apporter. Ouais, peut-être. Et mais après, encore une fois, tu récompenses Mukiele qui fait des bons matchs et Danilo. Il va y avoir beaucoup de différences, dans le sens où, genre, tu sais, faudra juste marquer plus que l'adversaire. Et je pense que c'est le principe du football. Non, mais donc, je veux dire qu'au pire, tu vois, si défensivement, t'es un peu moins fort qu'à l'aller, justement, où il y avait une solidité défensive. Je pense que là, Mbappé, il peut mettre 2 buts en première mi-temps. Oui, mais Danilo, qu'est-ce qu'il t'apporte de plus offensivement ? Alors qu'au contraire, Sergio Ramos, si tu le mets aussi d'ailleurs sur son côté gauche, son pied, il est capable de l'ouvrir, il est capable de trouver des transversales. Il t'apporte sur les duels, il t'apporte sur mais pareil, Sergio Ramos, c'est pas mauvais sur Non, moi je compare à Mukiele. Pour moi, Ramos, il doit être là, tu vois. Mais alors, c'est là où regarde aussi, t'as un autre truc. Mukiele, tu le mets défenseur droit. Ouais. Là, tu vas mettre qui défenseur droit ? Bah, Danilo. Ouais, mais... Ok, pardon. Oui, t'as raison. C'est pour ça que je compare avec... Ah oui, pour moi... Ramos, il est à gauche. Ouais. Tu vois ? Mais donc, c'est pour ça que je compare les deux. Pour les centres, etc. Ouais, il t'apporte plus de hauteur. Et puis, j'ai pas confiance en Mukiele. Enfin, avec tout le respect pour Mukiele, mais j'ai pas autant confiance en Mukiele que Danilo pour ce genre de camp d'affiche, quoi, tu vois. Ça peut se défendre. Le Danilo qui a toujours répondu, enfin dernièrement en tout cas, qui a souvent répondu présent dans des grands matchs. Mais là, je pense que face au Bayern, ça va se jouer devant. La vraie, ça peut aller très vite. Je pense que Mbappé peut mettre 2 buts en première mi-temps, tu vois. Oui. Et boucler le match en fait, tu vois. Ce Mbappé peut battre le Bayern à lui tout seul, comme il bat l'OM à lui tout seul aussi. S'il y a la cohésion qu'il y a avec Messi et avec Nuno Mendes comme il y a eu hier, le Bayern il peut trembler. Hein. Vu la défense qu'ils ont en plus. Oui, mais le PSG. Ok. Donc on s'en fout un peu en vrai. Enfin, vulgairement, on s'en fout un peu de la défense du PSG pour moi, tu vois, à ce match-là. Non, parce qu'on l'a vu qu'offensivement, ils ont galéré. Moi, je te retourne le truc. C'est le contraire. Tu dois être tellement sûr de ta défense et que tu joues la cartouche de la transition beaucoup plus facilement avec le talent de Messi Mbappé. Mais ça suffira, tu vois, Danilo. Enfin, tu vois, Danilo, Ramos, Marquinhos feront entièrement le taf. Pas sûr, parce que tu vas être dans des petits espaces et là, il va falloir avoir aussi de la mobilité. Je te dis, moi j'ai l'impression que Danilo t'apporte sur les centres par sa taille, par son physique, et il va pouvoir te dégager un domaine dans lequel PSG pêche énormément, surtout depuis le départ de Thiago Silva qui te nettoyait 33 centres par match. Aujourd'hui, Danilo peut aider un peu là-dessus. Mukiele sera plus sur ses appuis, plus facile au démarrage quand tu vas devoir taper Coman, Gnabry, Sané qui vont te fixer, redémarrer. C'est quelque chose sur lequel il faut... Ouais, t'as raison. Ça va être un casse-tête pour Galtier en tout cas. C'est pas quelque chose à négliger. Et derrière, en plus, tu dois préparer ta relance. Parce qu'on l'a vu, le Bayern va te presser et c'est là, et tu dois préparer ta relance pour trouver Mbappé derrière. Et pareil. C'est là où Ramos il va devoir travailler un petit peu quand même. Ouais. À l'ancienne, t'es pas ouf. Oui. Non, mais c'est vrai. Là où on croit, le Ramos, etc. Il y a du taf. Mais c'est là où Mukiele, balle au pied, peut peut-être plus apporter que Danilo, etc. C'est possible. En tout cas, tu vois, je resterai avec ce système-là, je pense, tu vois, si j'étais Galtier face au Bayern. Surtout dans 8 jours, entre guillemets. Donc, c'est ça, et de rester sur cette dynamique-là, tu vois. Ouais. Ça, c'est malson. Ça, c'est malson. Je comprends. Je pense aussi. Je pense que tu as raison. À part ce débat qu'on a eu au niveau du défenseur axial droit et
Et si Hakimi est de retour, évidemment qu'on met Hakimi, et puis après c'est ce genre de choses. Il faut pas hésiter à jouer la transition, à jouer le bloc bas. C'est les forces aujourd'hui du PSG. Messi est capable de trouver la passe qui permet d'exploiter la profondeur. Donc c'est évident que c'est à ce niveau-là que ça se jouera. Si tu devais faire un prono d'ailleurs. Quoi, pour le Bayern? Pour le PSG Bayern. Pour le Bayern PSG, du coup. 2-1 pour le PSG. 2-1 pour le PSG. 2, ouais. Et du coup attends, parce que ça fait 2-2. Quoi? Ça fait 2-2 sur la double confrontation. Penalty. Je me prononce pas. C'est vraiment la première fois. Ah, t'es timide devant les caméras? Non. Donc c'est après, ouais, peut-être le Bayern qui passe en fait après. À voir. Je sais pas, mais je vois bien un 2-1 pour le PSG en tout cas. Écoute, je nous le souhaite. Mais moi j'ai envie d'y croire aussi. Je trouve qu'aujourd'hui ça va mieux, mais ça va mieux au Bayern. Je pense qu'ils sont favoris sur le papier, très honnêtement. Le Bayern? Ouais, le Bayern. Ouais. Parce que Sadio Mané est de retour, je pense que c'est pas une chose à négliger. Concrètement, ça va faire une différence. Donc oui, j'ai peur qu'ils soient plus favoris. Moi je vois bien un autre 1-0 ou peut-être un 2-1 pour eux justement, mais ça dépendra de Mbappé. Je pense que le seul mec qui peut faire la différence, débloquer ça, c'est lui. C'est clair. Bon, écoute, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Merci beaucoup Davy. Merci Alex. Merci à vous d'avoir suivi Top 90. C'était vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. S'il vous plaît, commentez, partagez cette émission, mettez du pouce bleu, c'est ce qui nous aidera le plus à grandir parce que ça recommande l'émission à ceux qui regardent le même genre de contenu que vous. Donc voilà, j'aimerais remercier aussi Marco à la technique comme d'habitude. Et puis on se retrouve la semaine prochaine et toujours au top. Bye. Bye.